Rebonsoir, Monsieur Burgoa. Merci encore une fois d'avoir choisi 19 heures le live ce soir. La première question que je souhaitais vous poser, ça fait presque un mois maintenant que vous êtes élu au Sénat. Comment ça se passe ces premiers jours ou ces premières semaines? Ça fait plus d'un mois, d'ailleurs, merci de votre invitation. Ça fait plus d'un mois donc, que je suis élu sénateur à côté de Vivette Lopez et Denis Boide. Écoutez, il faut prendre ses marques. Hein. La maison est grande. De surcroît, on arrive dans un contexte bien particulier puisqu'on est en pleine crise sanitaire. Donc là aussi, il y a des décisions qui sont prises au Sénat de réduire le nombre de participants dans l'hémicycle ou en réunion. Donc c'est vrai qu'en plus, on arrive dans un groupe de 148 qui est le plus important de cette assemblée. Ce qui est assez confortable, du reste. Ce qui est Quand on est confortable, dans la ce qui est majorité, peut-être c'est pas toujours facile mieux. à gérer pour son président, parce que 148 personnes, c'est pas évident à gérer. Il a fallu se mettre en place aussi. Chacun avait des souhaits de commission. Donc moi, je participe à la commission des affaires sociales, également à la délégation collectivité territoriale et décentralisation. Et puis je vais adhérer à des groupes de travail. Je pense au groupe de travail chasse, au groupe de travail vin, au groupe de travail sécurité civile. On sent en tout cas que vous avez pris à cœur votre rôle de sénateur. Comment vous le percevez-vous au quotidien? Vous savez, je crois que le 27 septembre au soir, les trois qui ont été élus, on a eu un mandat du corps électoral des grands électeurs. Donc je crois que maintenant, pendant 6 ans, il faut être à la hauteur de cette confiance que nous ont fait les 1912 personnes qui ont voté, ou ceux qui n'ont pas voté pour nous, mais il y a 3 élus qui sont sortis du lot, et je crois que nous devons nous mettre au travail, répondre. Moi déjà, comme j'ai écrit à tous les maires du Gard en disant que je me mettais à leur disposition. Alors vous savez qu'il me manque un peu de faire du terrain, parce que j'avais prévu d'aller à leur rencontre, mais dans le cadre de ce contexte sanitaire, j'ai commencé à annuler mes premières visites sur le terrain. Alors j'attends de savoir si on va être déconfiné, dans quelle façon, pour pouvoir retrouver. Mais chaque fois qu'un maire, un président de chambre consulaire me sollicite, j'essaie de répondre. Par exemple, tout à l'heure, vous allez interroger Henri Brun. Il m'a interrogé par rapport à tous les artisans qui participaient à des salons. Je suis intervenu par rapport au centonnier, qui est une spécificité dans ce département du Gard, comme dans d'autres, avec une question écrite au ministre de l'économie pour les soutenir, parce que les santons, c'est un artisan d'art particulier et ça fait partie aussi de nos traditions. Alors c'est peut-être un peu le double volet de votre activité de sénateur, c'est qu'à la fois il y a un lien avec le local, mais il y a aussi tout un travail législatif. Et là, vous venez de voter la loi sur le financement de la sécurité sociale qui prévoit un allongement de la durée de cotisation et donc un âge de départ légal à la retraite repoussé d'1 an à 63 ans. On a voté le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors, on l'a amendé par rapport au texte qui était venu de l'Assemblée nationale, puisqu'on n'était pas d'accord, par exemple, sur le fait que dans ce projet de loi, tout ce qui est les investissements aux hôpitaux, 13 milliards d'euros, soient exclus. Sur les retraites, on en fait un monde. Je crois que mon collègue René-Paul Savary, c'est un débat qu'il a lancé. Je crois que ça vient du Sénat qui pose le vrai débat. On a un système de protection sociale qui est remarquable, qu'il faut conserver. Mais on ne pourra pas durer avec les mêmes règles que de nos jours. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Dans ce contexte sanitaire dans lequel nous sommes, où on n'a plus de contraintes, où on a ce gouvernement qui distribue des milliards d'euros, mais comment on va payer cela dans les années à venir? Comment? Parce que moi, je suis ravi de voir que les entreprises et les particuliers puissent avoir des aides. Mais quand on verra ces entreprises, etc., à un moment donné, il faudra bien qu'ils les remboursent. Et ça, personne ne le dit. Et je crois que c'est le rôle, je vais dire, à la rigueur, le Sénat, c'est la seule assemblée qui le contre-pouvoir à M. Macron. Alors, sur la sécurité sociale, vous avez plutôt approuvé les choix, à quelques exceptions près, On approuve le principe, oui. Tout comme, je le dis franchement, on a donné tous les moyens à ce gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire. Pourtant, vous n'aviez pas accordé la confiance. Oui, mais je vais revenir pourquoi je n'ai pas accordé la confiance. On a voté tous les projets de loi rectificatifs, le 4e encore récemment. On a voté en amendant, c'est vrai, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, en proposant notamment que les petits commerces de proximité soient ouverts sous autorisation du préfet du département. Ça a été retoqué par l'Assemblée nationale. Excusez-moi de dire, mais les députés sont hors sol. On a un gouvernement hors sol. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté la confiance. Alors pour vous, qu'est-ce qu'il aurait dû falloir faire? Mais pourquoi vous comparez le premier confinement au déconfinement? D'abord, excusez-moi, mais ce gouvernement ne connaît que 2 mots, confiner, déconfiner. Est-ce qu'on va vivre
encore des semaines, des mois, des années avec confinés, déconfinés. Quand on compare le gouvernement d'Édouard Philippe par rapport au premier confinement, justement, on avait confiné tout le monde. Très bien, parfait. On avait fermé tous les commerces de proximité, parfait. On avait ouvert les grandes surfaces, mais en contraignant aussi les grandes surfaces. C'est-à-dire qu'il y avait des capacités d'accueil. Là, on a fermé tous les commerces de proximité. C'est un libre accès à toutes les grandes surfaces où on ne contrôle pas le nombre de personnes qui est dedans et on empêche à un petit commerce de Oui, proximité. enfin, la différence, M. Burgoa, quand même, c'est que lors du premier confinement, on n'avait pas de masque. Là, on a des masques. Mais de surcroît. Et puis, excusez-moi, entre les deux confinements, on nous a dit le couvre-feu pour tenter justement d'éviter la propagation du virus. OK, alors le couvre-feu, il était de 21h du soir jusqu'à 6h du matin. Donc là, vous devez rester chez vous. Mais de 6h01 à 20h59, vous pouviez vous promener dans toute la France entière sans attestation, ce n'était pas de problème. Et de surcroît, ce gouvernement a autorisé les gens à circuler durant les vacances de Toussaint de partout. Alors, je ne sais pas moi, on nous dit que si le virus circule, il faut empêcher les gens justement de circuler. Enfin, Donc, est-ce que vous donc, pensez... on a plus, et la dernière aberration, excusez-moi, vendredi, on va autoriser les fleuristes à vendre des sapins, mais pas à vendre des fleurs. À un moment, les gens n'ont plus confiance dans ce gouvernement. Je n'ai plus confiance. On leur a donné tous les moyens pour agir. Ils ne sont pas à la hauteur. Malheureusement, ce n'est plus le politique qui dirige, c'est la technostructure. Vous Et les pensez qu'un préfets, gouvernement de droite ou qu'un président de droite aurait fait mieux avec cette crise je le dis soudaine franchement, qui est arrivée le même avec Édouard une Philippe, pandémie mondiale? Édouard Philippe avait été plus à la hauteur que Jean Castex. Parce qu'Édouard Philippe était vraiment un chef, avait arrivé à coordonner son gouvernement. Là, il n'y a pas de pilote. Bon, c'était le poulain de votre ami Alain Juppé, c'est pour ça que vous dites ça. Ça, c'est facile à On dire. rappelle Ça, que c'est pas du était tout les cela. Je crois que Républicains. il faudrait aller. J'aurais pas voté. C'est pas partie de mes amis. Je suis resté fidèle à ma famille. Mais pour vous dire, on a vanté à la fin du premier confinement, tout le monde louait les élus locaux. Tout le monde. Le président de la République a dit il faut maintenant faire confiance au binôme préfet-maire. De nos jours, le binôme préfet-maire a explosé. Le préfet du Gard, qui est quelqu'un de fort sympathique, de très à l'écoute des élus locaux, des présidents de chambres consulaires, n'a aucun pouvoir. Lorsqu'on est en visioconférence chaque semaine, les grands élus avec les présidents de chambre consulaire, on lui pose des questions, et avec toute l'amabilité qu'a monsieur le préfet, il dit « je note, je vais relayer à Paris ». Il n'a aucune prérogative. Est-ce que vous croyez que c'est normal de faire reprendre au préfet du Gard d'imposer le masque entre Nîmes et à Navacelles? Excusez-moi, mais au cirque de Navacelles, on ne doit pas voir une personne chaque 1 km². Et pourtant, la règle est la même. C'est une aberration, c'est vraiment de la technocratie qui est imposée à tous les préfets. On a et les entendu maires votre n'existent colère, plus. M. Burgoa, on l'a entendu. Un mot rapide peut-être concernant la politique nationale, puisque le président de votre groupe, Les Républicains, au Sénat, c'est Bruno Retailleau. Ce dernier, il a très envie de se présenter à la présidentielle 2022. Est-ce que vous comptez le soutenir? Est-ce que oui ou non, vous êtes pour une primaire, comme lui il le demande? D'abord, moi, ce que je veux te dire, c'est que Bruno Retailleau est quelqu'un d'excellent. Il préside de manière formidable ce groupe qui passe de 148 membres. Je peux dire qu'on se réunit tous les mardis de 11h à 13h. On discute pendant 2 heures, 2 heures et demie des fois des sujets. Lorsqu'il a fallu justement la confiance, comme les députés le matin n'avaient pas voté comme nous, ça fait 2 réunions dans la journée. Donc, il consulte. C'est un bon manager. Mais est-ce que ça peut faire un bon président? Écoutez, hier, j'ai déjeuné avec d'autres sénateurs, avec notre président national, Christian Jacob. Il nous a fixé le calendrier. On ne va pas commencer à parler de présidentielle tant qu'on n'aura pas fini les élections locales. Vous savez que les élections départementales et régionales vont être repoussées au mois de juin 2021. Donc c'est à partir de fin de juin 2021 qu'on évoquera les présidentielles. Alors, il y a Bruno Retailleau, Christian Jacob a raison d'ouvrir à Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Pour l'instant, vous ne prenez pas position pour un candidat. Après, on verra. Alors, moi, je suis contre, par contre, de la primaire ouverte. On ne va pas refaire le BINT il y a quelques années, qu'une primaire interne dans les militants. On fait voter les militants, plutôt. Qui choisissent, après, entre les prétendants, quels qu'ils soient, sauf si, parmi ces 3, 4, ou s'il y en avait plus, il y en a un qui se détache. Est-ce que Xavier Bertrand, par exemple, est un candidat crédible pour la présidentielle à droite? À ce jour, je pense que celui qui avait le plus de crédibilité, c'était François Barouin. Bon, il ne veut pas y aller, on ne va pas le forcer d'y aller. Je pense qu'il avait le plus de compétences. Il était président des maires du Gard, des maires de France. Il avait
bon, il ne souhaite pas y aller. Bon, il faut prendre acte. Et vous Après- vous sentez orphelin d'un candidat? Il n'y en a pas un qui attire particulièrement vos faveurs? Enfin, on a trop de candidats. Alors, je ne vais pas dire ce soir, je vais soutenir A par rapport à B. J'attends de savoir Non, mais d'abord vous qui. pouvez vous sentir plus proche dans les Après, candidats. écoutez, Vous étiez moi, pour Alain j'apprécie Juppé en beaucoup Bruno 2017. Retailleau, je vais vous dire franchement. J'ai vu Xavier Bertrand qui est venu il y a quelques semaines. Il est venu à Uzès. Je l'ai rencontré également. Valérie Pécresse souhaite me rencontrer pour un petit déjeuner dans quelques semaines. Je rencontrerai tout le monde et je vous dirai le moment venu qui je soutiens ou qui je ne soutiens pas. Allez, on avance. Alors un mot, puisque vous avez été élu au Sénat et du coup vous avez démissionné du conseil municipal de Nîmes. Vous y étiez élu depuis 19 ans. Est-ce que ça a été un crève-cœur ou un soulagement? Ni l'un ni l'autre, je crois que c'est une étape. Vous savez, j'ai toujours fait ce que j'ai dit. J'avais dit en étant candidat au sénatorial que je démissionnerais de mon mandat municipal, parce que si j'étais resté élu municipal, comme maintenant vous pouvez être dans l'exécutif, je serais devenu que simple conseiller municipal sans délégation. Donc quel intérêt d'être conseiller municipal sans délégation? Donc je préférais que le 43e, dans un esprit d'équipe, puisse s'investir dans cette équipe-là. Ça fait 19 ans, j'ai passé des meilleurs moments. Je crois que je n'oublierai jamais cette période de 97 à 2001, cette campagne d'avant les municipales 2001 qui a été pour moi, on n'était pas beaucoup autour de Jean-Paul Fournier à l'époque. Parce que c'est à partir de 2001 que c'était vous avant êtes... 2001. Oui, mais vous êtes rentré en politique en 2001 dans le cabinet de Jean-Paul Fournier. De 2001 à 2008, j'étais à son cabinet. Et vous avez été élu en 2008. Mais ça 2008. fait 19 ans que vous le côtoyez. Quel regard vous portez aujourd'hui sur lui? Lui qui, il n'y a pas si longtemps, a dit que le Sénat vous était un peu trop monté à la tête. Ça, moi, je n'ai pas à commenter. Moi, je dirais qu'il a changé Nîmes. Quand on regarde Nîmes entre 2001 et 2020, il a changé Nîmes avec des projets importants, AEF, Jean Jaurès. Il y a le projet maintenant que je connais bien puisque je vais les porter pendant 6 ans de rénovation urbaine. Je crois que c'est important aussi dans ces quartiers-là. Je peux pas vous répondre, moi je ne vais pas changer puisque, vous savez, quand je vois mes amis, etc., je réponds toujours pareil. Voilà. La question qui est sous-jacente, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Paul Fournier a délégué beaucoup de pouvoir. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous pensez qu'il a du mal peut-être à accepter aujourd'hui que certains fassent sans lui? Parce qu'il répète à longueur de temps que vous lui devez tout, que Vivette Lopez lui doit tout. Est-ce que vous avez ce sentiment? Moi, je crois qu'on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Moi, vous savez, je n'ai jamais apprécié que de laver le linge de famille de manière publique. Voilà, Est-ce que vous l'avez revu depuis ces déclarations? Oui, je l'ai revu le 11 novembre au dépôt de Germe. Il m'a demandé si ça se passait bien au Sénat. Je lui ai expliqué que c'était compliqué parce que le restaurant était fermé. Il m'a dit c'est dommage. Je lui ai dit que je l'inviterai d'ailleurs au restaurant du Sénat quand il sera ouvert. Voilà, après, vous savez, il faut pas. Il y en a certains qui aiment bien mettre l'huile sur le feu. Moi, Allez, on parle du département? Oui, on parle du département. Donc on peut aisément dire que vous soutiendrez Julien Plantier sur le canton de Nîmes 1 pour le départemental, puisque c'est la volonté de Jean-Paul Fournier. Je soutiendrai le candidat qui sera investi par ma formation politique. J'ai toujours soutenu la décision de ma formation politique, quelle qu'elle soit. Et le meilleur exemple, c'est que, je vous dis un dernier exemple me concernant, c'est que lorsque mon parti a désigné Vivette Lopez comme tête de liste, j'ai soutenu Vivette Lopez, je me suis mis en seconde vie. Vous êtes un bon soldat. Mais vous ne répondez pas vraiment à la question. Je vais vous dire, je suis toujours un bon soldat parce que je crois que quand on est dans un parti politique, on est avant tout un militant, on est là au service de son parti politique et la décision qui sera prise, je la soutiendrai. Au-delà de la décision prise, est-ce que vous considérez que Julien Plantier est un bon candidat pour le département? Julien Plantier a des qualités d'élu qu'il a fait part depuis plusieurs années. Je n'ai pas à commenter. Vous ne me ferez pas critiquer Julien Plantier. Mais on ne vous demande pas de critiquer Julien Plantier. On vous propose de dire ce que vous pensez de Julien Plantier. Je ne suis pas quand même né de la dernière pluie. Je ne suis pas un perdreau de l'année quand même, Abdel. Mais vous pouvez simplement dire que Julien Plantier est un bon candidat, tout simplement. Je vous dis, Julien Plantier a des qualités. Il est mieux que Thierry Procida. Est-ce que ses qualités sont suffisantes? Vous voulez... il a des qualités pour être un bon candidat sur son nom. Bon, vous suivrez l'avis en tout cas de votre parti. Je l'ai toujours fait et je le ferai. Alors, vous nous l'avez dit, vous restez conseiller départemental, président du groupe d'opposition, le principal groupe d'opposition. On rappelle que le conseil départemental est en situation de majorité relative, ce qui est très important. Est-ce que aujourd'hui, vous allez présenter un candidat pour l'élection de la présidence le 27 novembre? Je crois qu'avant de répondre directement à votre question, il faut quand même faire un peu l'historique. Pourquoi on se retrouve là? La genèse, parce que, attendez, si on réélut un président, c'est que pendant quand même quelques mois, et notamment, on va dire juillet, août, septembre, on a eu les bisbilles entre l'ancien président Denis Boide et son premier vice-président
Pissas pour savoir qui allait être candidat au sénatorial, puisqu'au départ, M. Pissas voulait l'être, puis Denis Bouad... Oui, non, si Non, on attendez, réélit attendez, aujourd'hui vous un m'attendez. président, c'est que Denis Denis Bouad a Bouad a été démissionné élu, parce enfin, qu'il a été élu sénateur. Au départ, si j'ai bien compris, je ne suis pas un membre éminent du Parti socialiste. Enfin, si Mais j'ai vous aimez bien compris, commenter. j'ai bien compris, c'était M. Pissas qui était pressenti, puisqu'il avait été investi par les militants. Bon, après, M. Bouad, c'était tout à fait son choix, a souhaité être candidat. Oui, Il y bon, a eu les monsieur élections, Burgoa, vous il découvrez a pas la été élu. politique, ça s'est passé Attendez. aussi du côté de votre famille politique. Hein. À partir de là, oui, mais si ce n'est que la formation me concernant, j'ai toujours respecté les décisions de ma formation politique et j'ai réglé toujours mes cotisations d'ailleurs. J'ai toujours jour mes cotisations. Et je payerai mes cotisations en tant que parlementaire. On est dans une situation de revoter un président. Vous allez me dire, est-ce qu'en 2015, vous êtes posé tant de questions. Je me rappelle que j'étais candidat à la présidence de l'élection. On était dans la même configuration, même on était un peu loin parce qu'on était 22, on était Vous étiez 22, 20 et 4. Oui, 20, voilà. 20, Puisque depuis, il y a une du Rassemblement national qui nous a rejoints. Ce qui maintenant, on était 22, 21 à droite. Et 4 au et Rassemblement 4. Vous avez refait l'histoire. Donc à aujourd'hui, partir de quel est là, votre choix je vais vous dire, il y a eu une discussion en interne. Oui, lundi soir. Non, il y a un moment, le bureau Ça départemental... fait longtemps il y a qu'elle quelques dure, heures. cette discussion. Le bureau oui. départemental a statué à une très forte majorité en disant qu'on présentera un candidat. Donc, on a eu une réunion du groupe lundi en présence de Franck Proust et Christophe Rivenc, parce que toute cette réflexion qui est menée depuis des semaines, ce n'est pas la réflexion du groupe ou de Laurent Burgoa. C'est validé par Franck Proust, c'est validé par Christophe Rivenc, et je vais même vous dire encore mieux, c'est validé par Christian Jacob, le président national des Républicains, puisqu'il a envoyé un SMS à la Fédération nous demandant de présenter un candidat. Hier, lorsque j'ai déjeuné, bien sûr, j'ai parlé de cela, et il m'a bien confirmé. Mais alors, qu'il du souhaitait... coup, Donc, on va présenter un candidat, et ce candidat sera Richard Tibérino. Et selon nos informations, en fait, vous n'allez pas présenter qu'un seul candidat. Vous allez en présenter deux à droite. Oh ben, écoutez, je ne sais rien, moi, l'information que j'ai, c'est celle-là. Après... alors savez, vous Non, êtes mais pas... je en vois toute que- franchise, on je nous sais dit pas. que vous, Je que vous sais allez pas. présenter deux candidats C'est pour assurer peut-être une majorité c'est à la peut-être gauche. mon ami invisible pour lequel vous avez mis cette chaise face à moi qui vous l'a dit, mais moi, je n'ai pas cette information-là. Non, mais Vous n'avez Laurent pas cette Burgoa, information, le débat- monsieur Non. Burgoa, les yeux dans Non, non. les yeux? Les yeux dans les yeux, je n'ai pas cette information-là. Le débat aujourd'hui, monsieur Burgoa, c'est que le Rassemblement national a appelé clairement, enfin a dit clairement qu'il allait voter pour le candidat de la droite. Est-ce que vous êtes favorable d'être élu avec les voix du Rassemblement national? Vous connaissez ma réponse. J'ai toujours été très clair, moi, par rapport au Rassemblement national. Très clair. Je Mais pense est-ce que vous acceptez leur voix? Laissez-moi finir. Je crois qu'en 2015, j'étais très clair. Je n'ai jamais changé. Et ce n'est pas moi qui appelle à un accord avec le Rassemblement national. C'est très clair là aussi. Non, c'est Mais votre après- collègue Marc Tolel. Oui, que je ne partage pas ce point de vue et je remercie d'ailleurs Franck Proust d'avoir rectifié rapidement cela par rapport à la fédération. Après, vous me dites, mais vous savez, vous, ce que certaines de la majorité relative actuelle vont faire? Moi, j'ai entendu ici, vous avez invité le président par intérim il y a 2 jours, 3 jours. Mardi. Vous avez posé une question. J'en sais rien. Hein. Moi, Mais monsieur Burgoa, sans Alors, vous faire est-ce offense, que vous vous ne voulez pas- non, répondez mais- pas à la question. Non, mais si, je veux dire, est-ce que. Moi, je ne suis pas sûr que la majorité relative actuelle fasse le plein de voix. D'accord. Et est-ce que vous voulez qu'à une élection comme cela, on se présente, il y ait le 27 que 2 candidats, un candidat donc de gauche, et on ne pourra pas Pas un de candidat, candidat et de pas de droite. candidat de droite, alors D'accord. qu'on est Mais ne 21. fuyez pas la question, Donc, monsieur Burgoa. La question aujourd'hui, c'est que c'est pas savoir hypothétiquement si des il est élus très de gauche clair. pourraient voter Alors, pour je vais être vous. très clair avec vous. Si la gauche fait le plein de voix, c'est-à-dire 22 voix, et que nous, on est élus avec nos 21 voix plus les 3 voix du Rassemblement national, on n'acceptera pas cela. Vous allez donc démissionner? On n'acceptera pas cela. Est-ce que vous démissionnerez, oui ou non? Ah, moi, je sais pas, c'est pour moi. On Ben, n'acceptera comment pas on cela. n'accepte pas? Ça se traduit par quoi? Eh bien, Les vous le électeurs, verrez. ils ont besoin de comprendre. Et vous le verrez. On Donc, n'acceptera Il y pas aura cette... donc un nouveau tour. Oui. Alors Ok. peut-être, on peut poser peut-être dans une question corollaire, c'est que dans votre groupe, c'est pas aussi simple. C'est qu'il y a des maires qui ont combattu contre le Rassemblement national au municipal. On parlait de Monsieur Gras, mais oui, Monsieur Gras, il n'a pas franchement envie d'être élu vice-président avec des voix du Rassemblement national. Est-ce que vous ne craignez pas des défections dans votre camp, des abstentions? Est-ce qu'il y aura une liberté de vote? Que
Vous citez des noms en parture. Enfin, moi, je les vois régulièrement. Je n'ai jamais entendu Frédéric Gras ou quelqu'un me dire qu'il Lundi, refusait. ils vous l'ont dit. Lundi, ils vous ont dit, voilà, ils doutent de l'opportunité de présenter un candidat. Frédéric Gras n'a pas dit cela lundi. Enfin, je ne sais pas, vous avez vos informations. Ou alors, ou vos micros ne sont pas bons, ou votre petit doigt. Je peux vous en citer trois qui ne sont pas follement doigt. enthousiastes d'être élus avec les votes du Rassemblement national, monsieur Burgot. Mais attendez, mais quand on est dans une forme LR, on n'a jamais tendu la main, moi personnellement, au Front National. Et moi, le premier. Est-ce que, monsieur Burgot, aujourd'hui, concrètement, et les yeux dans les yeux, il n'y a pas une forme d'hypocrisie? En 2015, vous étiez contre le Nini. Vous disiez non, on appelle à battre le Rassemblement national. Il était présent en duel dans 8 cantons. Et aujourd'hui, vous ne répondez pas vraiment, vous dites, bon, on verra si on est élu avec le vent, on démissionnera. Pourquoi ne pas être clair? Dans les yeux, si vous voulez, parce que vous dites dans les yeux, tu rigolez, dans les yeux. On se croirait un peu comme à Cahuzac, droit dans les yeux. Attendez, j'espère que vous n'aurez pas le même sort à la fin. J'espère aussi. Enfin, du moins, dans mes déclarations, je suis à jour. Concernant le Nini, c'était avant le second tour. Et après, il y a eu l'élection du président, et la configuration était bien 22 à gauche, 20 à droite et 4 à Rassemblement national. Et vous êtes retiré au troisième tour. Et je me suis retiré au troisième tour. Pour ne pas être élu avec les voix du RN. Et j'ai toujours été clair par rapport au Rassemblement national, et je serai toujours clair par rapport au Rassemblement national. Il y a hors de question qu'il y ait un accord entre le LR et le Rassemblement national dans ce département du Gard. Merci beaucoup, monsieur Burgot, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. Merci beaucoup et merci d'avoir mis la chaise de mon ami invisible.